Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce focus de la semaine. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a quitté ce samedi en début d'après-midi le pays à destination de la ville de Doha, la capitale de l'État du Qatar, pour participer à la 5e conférence des Nations Unies sur le PMA, catégorie des pays les moins avancés économiquement. Commentaire. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a pris part au sommet de la 5e conférence des Nations Unies sur le PMA, la catégorie des pays les moins avancés économiquement. Créée en 1971 par les Nations Unies, la conférence des PMA a valeur de plateforme d'échange et d'analyse des causes et défis qui se posent en obstacle à la réalisation d'un développement durable dans ses États membres, 46 au total, dont 33 d'Afrique, 12 d'Asie-Pacifique et Haïti. Placée sous l'égide du secrétaire général de l'ONU, la conférence des Nations Unies pour les PMA intervient tous les 10 ans. Ces travaux prennent départ avec la réalisation d'un état des lieux, actualiser la situation économique et de ses États membres et débouchent sur l'adoption d'un plan décennal d'action définissant les proches et modalités générales censées connecter les PMA avec un processus durable de développement. Planning au ralenti des feuilles de route, le plan décennal d'action en question met davantage l'accent sur les voies et moyens permettant aux pays membres des PMA d'acquérir des infrastructures durables de développement. C'est pourquoi son contenu insère autant de procédés ingénieux et de haute expertise susceptibles d'aider ces pays membres à agir sur les causes structurelles et de fonds en matière de réalisation et de développement durable. La valorisation des ressources humaines, les mécanismes gages de commerce efficient, les stratégies propices à l'exploitation des potentiels économiques spécifiques constituent entre autres les matrices phares des contenus de ce plan décennal et d'action. La République de Djibouti a célébré la Journée internationale des droits des femmes ce mercredi 8 mars. Commentaire. La République de Djibouti a célébré 8 mars la Journée internationale des droits de la femme. Placé sous le haut patronage du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, fervent défenseur des droits de la femme en République de Djibouti. Cette journée est placée sous le signe de l'égalité entre les hommes et les femmes à l'ère du digital et de l'Internet, donne à la femme les pleins droits de son émancipation. C'est mercredi 8 mars, Journée internationale des droits de la femme a été célébrée à l'UNFD, mais également en lumière les actions des femmes qui œuvrent notamment dans les domaines de l'alphabétisation, de la protection de l'enfant, l'inclusion, l'acceptation psychologique de soi. Sayo hayro asaki hayro زي ما رحقلي تحكي على مليكي يفرح نايرو قولها سري لا بلد سودا يجينا عقاشان يقبقاش كقرن كينا كرتي يحرقوا لشان هوين يدكو قاريني المبننة أي والله ربة جالا أي والله وتخدم الوطن أي والله بحبا صادقا أي والله هم نساء أقوياء نساء جيبوتي هم نساء أقوياء نساء جيبوتي هم نساء أقوياء نساء جيبوتي En honorant ces femmes, cette journée a pour objectif principal de mettre en lumière leur travail, leur contribution à la société. Il s'agira de mettre en particulier en relief le travail de construction qu'elles font en aidant les personnes à se sentir utiles à la société, agir ainsi, c'est faire œuvre utile. Un autre objectif est la sensibilisation au développement psychologique pour l'acceptation de soi, l'autovalorisation, visant aussi à souligner l'importance de considérer toute personne dans sa dignité d'être humain, l'amélioration de l'image de la femme, la sensibilisation de la population, la création d'un cadre de promotion des actions des femmes et la valorisation d'actions de la femme sont parmi les résultats attendus lors de cette journée.
Rappelons que lors de cette journée, le chef de l'État était accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd. L'Assemblée nationale a abrité ce dimanche la séance inaugurale de la 9e législature. Commentaire. L'Assemblée nationale a abrité dimanche dernier la séance inaugurale de la 9e législature, consécutive au scrutin du législatif 24 février dernier. La plénière protocolaire et solennelle de dimanche dernier avait pour ordre du jour l'admission des députés de la 9e mandature et surtout élection, installation du bureau de la représentation nationale. Avec la participation des élus nationaux, le Premier ministre, M. Abdelkader Mohamed, la séance inaugurale a été présidée par le doyen d'âge, l'honorable Hassan Roblé, avec l'assistance et assesseur des honorables Hussein Abdelkader et Abdelrahman Awal Yassine. C'est donc conformément aux stipulations du règlement intérieur, notamment les dispositions afférentes à l'élection du président de l'Assemblée nationale, puis de ses collègues du bureau. Concernant le perchoir, l'ancien Premier ministre, M. Dileta Mohamed Dileta, de l'Union pour la majorité présidentielle et du RPP, a été élu unanimement président de l'Assemblée nationale. Au poste de premier et de second vice-président, les honorables Safia Elmi Djibril et de Omar Ahmed Ouaïs, quant aux honorables Ibrahim Ahmed Abdou et Saleban Daher Bilé, ils sont élus respectivement secrétaire, questeur et secrétaire du bureau de l'Assemblée. Dans une vibrante et émotionnelle intervention, le nouveau chef de l'hémicycle est venu avec ses collègues élus de la nation, membres du gouvernement et reste de l'auditoire, sur son ressenti sur la mission et l'insigne privilège d'être à la tête de l'office du législateur, sur les valeurs, idéaux avec lesquels il compte imprégner du mieux possible la présidence de la 9e législature. Le centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne a accueilli ce 5 mars la cérémonie de lancement de l'édition 2023 de l'exercice Cutlass Express. Commentaire. Le centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne a accueilli la cérémonie du lancement de la première édition 2023 de l'exercice Cutlass Express. Cette cérémonie, qui s'est déroulée sous le haut patronage de Hassan Omar Mohamed, a réuni plusieurs autorités civiles et militaires, tant djiboutiens qu'étrangers. Parmi les honorables invités, accueillis par le colonel Ouass Omar Bourré, ayant pris part à cette cérémonie, se trouvait Mme Andrea, chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, le directeur général de la sécurité nationale, le général de corps d'armée, Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, le vice-amiral Robert Naouzoki, que le colonel Ahmed Daher Jama, commandant de la marine nationale, ainsi que des officiers de la garde-côte djiboutienne, de la marine nationale et des représentants des forces des pays amis stationnés à Djibouti. L'exercice Cutlass Express est un exercice annuel organisé par l'Africom avec les pays africains ayant une façade maritime sur les détroits de Bab el-Mandeb, du golfe d'Aden et de l'ouest de l'océan Indien. Son objectif principal est de renforcer l'interopérabilité dans la lutte contre toutes les activités illégales en mer, mais aussi la lutte contre la menace constante de la piraterie maritime, du terrorisme maritime, ainsi que le partage d'informations. La garde-côte djiboutienne et la marine nationale, les deux forces de la République de Djibouti chargées de la protection du domaine maritime djiboutienne, prennent conjointement part annuellement à cet exercice. Dans un mot d'introduction, le colonel Ouass Omar Bourré a souhaité la bienvenue aux participants et aux instructeurs. Elle leur a rappelé l'exercice Cutlass Express est un pilier de rapprochement entre tous les partenaires régionaux et internationaux afin de mettre en place les mécanismes de coopération et de collaboration vitaux pour la sécurité et la sûreté maritime. Passons à présent à l'actualité régionale et internationale qui ont marqué cette semaine. Pour diversifier son mix énergétique dominé par le gaz et le pétrole, l'Algérie prévoit désormais des investissements massifs sur le segment de l'hydrogène vert et de l'énergie solaire. Commentaire. L'Algérie lance un investissement de 25 milliards US pour la production d'hydrogène vert. Pour diversifier son mix énergétique dominé par le gaz et le pétrole, l'Algérie prévoit désormais des investissements massifs sur le segment de l'hydrogène vert et de l'énergie solaire. L'Algérie prévoit d'investir 20 à 25 milliards de dollars pour la production d'hydrogène vert, a annoncé le directeur général des études économiques et de la prospective au ministère algérien de l'énergie et des mines, Miloud Mohamed Jalal, le 23 février dernier. Mohamed Jalal, qui s'exprimait sur les ondes de la radio de l'État, a expliqué que ces investissements visent à développer la filière d'hydrogène vert afin d'apporter des solutions énergétiques et complémentaires. Il a également relevé que le gouvernement prévoit de multiplier par 30 sa capacité solaire installée pour la porter à 15 000 MW en 2035 contre 500 MW seulement actuellement. Le géant algérien des hydrocarbures, Sonatrach, avait signé en décembre 2022 un accord avec le groupe énergétique allemand VNG AG pour construire des usines hydrogène
et d'ammoniac vert en Algérie, en se basant notamment sur l'énorme potentiel du pays dans le domaine d'énergie renouvelable. Une trentaine de militaires burundais ont atterri dimanche à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le cadre du déploiement d'une force régionale visant à mettre fin aux violences dans la région. Commentaire. RDC, des troupes burundaises dont l'EAC sont arrivées à Goma. Ces militaires sont déployés dans le cadre d'une force régionale mise en place par les pays de l'EAC, East Africa Community, pour tenter d'endiguer l'avancée de la rébellion du M23 et d'émettre la centaine de groupes armés qui sévit dans la partie orientale du pays. L'effectif burundais devant être déployé dans le Nord Kivu est censé atteindre une centaine d'hommes qui est en train de venir par route dans la journée, a déclaré le général congolais Emmanuel Kaputa, commandant adjoint de la force est-africaine. Le porte-parole des forces, le major Kenyan, lui a annoncé qu'il arrivait depuis Bujumbura, la capitale de Burundi, dans un avion de l'armée kenyane. Sur le tarmac de l'aéroport, au pied du bus, devant les transporteurs, jusqu'à leur base de la périphérie de Goma, dans un ancien camp de miliciens démobilisés, évacués récemment, le général Kaputa a rappelé à la petite troupe de leur mission, vous déployez dans SAC et dans les régions de Nord Kivu. 6 pays européens ont exprimé leur vive préoccupation face à l'escalade de tensions entre Israël et la Palestine. Commentaire. 6 pays européens ont exprimé samedi leur vive préoccupation face à l'escalade des tensions entre l'Israël et la Palestine. Dans une déclaration conjointe, le ministre des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne et de l'Espagne et du Royaume-Uni ont condamné fermement les violences aveugles des colons israéliens contre le civil palestinien, y compris la destruction de leurs maisons et de leurs biens. Les États européens ont souligné que les auteurs de ces actes doivent rendre des comptes et être poursuivis en justice. Toutes les actions unilatérales qui menacent la paix et les incitations à la violence doivent cesser. Le communiqué a également rappelé qu'une paix juste et durable pour tous est la seule solution au conflit israélo-palestinien. Les pays européens ont, dans ces contextes, renouvelé leur vive opposition à toutes les mesures unilatérales qui compromettent la solution de deux États, y compris en matière de progression de la colonisation qui est illégale au regard du droit international. Le pays de l'Union européenne appelle instamment le gouvernement israélien à revenir sur sa décision récente d'approuver la construction de plus de 7000 unités de logement dans l'ensemble de la Cisjordanie occupée et à légaliser des colonies sauvages. Et enfin, les États membres de l'ONU se sont mis d'accord samedi sur le premier traité international de protection de la haute mer destiné à contrecarrer les menaces qui pèsent sur les écosystèmes vitaux pour l'humanité. Commentaire. Les négociateurs de plus de 100 pays membres des Nations Unies ont conclu samedi un traité visant à protéger la biodiversité. Une décision qui, selon les organisations de la protection de l'environnement, permettra de protéger la biodiversité marine et d'assurer un développement durable. Les États membres de l'ONU se sont mis d'accord enfin samedi sur le premier traité international de protection de la haute mer destiné à contrecarrer les menaces des écosystèmes vitaux pour l'humanité. Le navire a atteint le rivage, a déclaré le président de la conférence. Après plus de 15 ans de discussions, dont 4 années de négociations formelles, la troisième dernière session à New York a finalement été la bonne, ou presque. Les délégués ont finalisé le texte, légalement contraignant au contenu désormais gelé sur le fond, mais il sera formellement adopté à une date ultérieure après avoir été passé au crible par le service juridique et traduit pour être disponible dans les 6 langues officielles de l'ONU. C'est tout pour ce focus de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.